Merci, merci beaucoup Pierre. Alors, peut-être en attendant Cédric Villani, Sébastien Jumel, vous êtes député communiste, vous avez participé avec Cédric Villani en janvier dernier à relancer voilà, ce qu'on appelle l'affaire Audin, en tout cas le remettre dans le débat public. Peut-être un mot pour nous dire voilà, comment vous avez vécu ces dernières 24 heures et comment vous avez reçu, même politiquement, le geste accompli hier par le président de la République. Merci Maud. D'abord dire que, avec modestie, je me suis lancé dans la réactualisation de ce combat d'une vie, non pas par hasard, parce que comme militant, j'étais évidemment connecté à l'affaire Audin, mais parce qu'un habitant de ma circonscription, à Neuchâtel, un prof de maths, qui préside l'association internationale des profs de maths, me dit « Écoute, tu connais l'affaire Audin ?» Je dis « Oui ». Il me dit Cédric Villani, depuis quelques années, aux côtés de la famille, essaie de travailler à relancer, à remettre en actualité la demande de reconnaissance, et ça serait bien que, comme nouveau député Coco, tu t'en mêles. Voilà. C'est comme ça que j'ai contacté Cédric Villani, et que je lui ai dit, écoute, il y a un bel assemblage à faire entre un mathématicien et un communiste, entre deux nouveaux parlementaires, sur un sujet qui pose l'intérêt de la République, au-delà des clivages et des débats qu'on a eu hier et qu'on aura demain, y compris dans l'opposition que nous nourrissons. Et c'est comme ça que l'initiative a été prise, évidemment en lien avec l'UMA, évidemment en lien avec la famille communiste, à l'Assemblée nationale, aux côtés de l'avocate, aux côtés de l'association présidée par Pierre Mansat, aux côtés de la famille, de dire on va se servir de l'Assemblée comme voilà, endroit où on va remettre l'éclairage sur ce qui risque sinon de tomber dans l'oubli. Les médias se sont emparés de cela. Et puis ensuite, les artisans, ceux qui sont vraiment, j'allais dire, les artisans de la réussite de ce projet, Benjamin Stora fait partie de cela, et puis tous les historiens qui m'ont entouré, se sont mis à l'œuvre pour aboutir à la belle journée d'hier. C'était un moment, enfin, dans la vie d'un élu, d'un militant, des moments comme ça, on n'en vit pas 36 000. Hein. D'abord, moi, je me suis senti tout petit à côté des gens qui m'ont entouré. Je me dis, quelle grande dame que cette Josette Audin qui, à 87 ans, avec la même énergie, avec la même combativité, mais aussi avec amour et humanité, a porté ce combat-là. Et puis, on peut évidemment l'applaudir. On a eu des moments de doute, hein, y compris pendant l'été, il y a eu des moments où je n'y croyais plus bien. Comme quoi, ça confirme l'idée qu'il y a que les combats qui ne sont pas menés, qui sont perdus. Mais hier, c'était un acte fort pour la République. Et hier, on a, je crois, posé le socle d'une réconciliation possible avec l'histoire. Le socle d'une lecture apaisée de l'histoire qui a maillé les relations entre la France et l'Algérie, et même plus largement entre la France et ses anciennes colonies, parce que ce qui fait l'honneur de la patrie des droits de l'homme, ce qui fait l'honneur de la République, c'est d'être en situation de regarder son histoire en face. Et la déclaration du président de la République, l'ouverture des archives aux historiens qui vont faire leur job dans la confrontation et dans la quête de la vérité historique va permettre, je crois, et c'est important pour les jeunes générations, y compris d'origine algérienne, qui vivent ici en France, c'est vital pour les anciennes générations qui ont vécu la guerre d'Algérie, être désormais, voilà, avec le recul de l'histoire, mais aussi avec le pardon prononcé au nom de la République par le président, être dans cette lecture apaisée. Et donc, moi je suis très heureux d'avoir modestement, très modestement, aux côtés de Cédric Villani, participé à cela. Et je veux souligner aussi, c'est pas rien par les temps qui courent, le pluralisme de la presse, vous le savez, est mis à mal. Si on laisse faire, les médias en flux continu, ceux qui ne traitent pas les informations de fond vont l'emporter sur la démocratie. L'UMA, dans sa tradition historique, de Jaurès à aujourd'hui, a joué aussi ce rôle moteur pour que l'affaire Audin ne tombe pas dans l'oubli
de la République, et je crois qu'il faut aussi rendre hommage à l'humanité et à ces journalistes qui se sont succédés, jusqu'à Maud qui est à mes côtés aujourd'hui. On peut aussi l'applaudir très très fort. Alors, Benjamin Stora, vous êtes historien, vous êtes président du Musée national de l'histoire de l'immigration, vous avez été l'un des premiers historiens à travailler sur les mémoires blessées de la guerre d'Algérie. Alors, quelle nouvelle page ouvre selon vous cette déclaration, notamment pour les historiens? Alors sur ce moment que nous vivons, qui est un moment très particulier, plein d'émotions bien entendu, qui est l'aboutissement d'une bataille, disons très ancienne, je voudrais associer à ce moment particulier les générations d'historiens qui se sont succédés depuis 1957 pour mener cette bataille. Et d'abord Pierre Vidal-Naquet, qui a été terminé le combat de sa vie avec l'affaire Audin, en écrivant le livre L'affaire Audin, qui est paru aux éditions de Minuit, mais avec lui aussi d'autres historiens qui étaient dans le comité Maurice Audin. Je pense à Madeleine Reberiou, qui a joué un très grand rôle aussi dans la bataille. André Mandouze, qui a été aussi un historien, mais pas de la période contemporaine, on le sait, mais et qui a joué aussi son rôle de manière très très importante. Cette première génération d'historiens, qui n'étaient pas tous communistes d'ailleurs, hein, mais qui étaient en fait des combattants pour la vérité, pour l'établissement des faits, et qui ont bien entendu été aidés par le Parti communiste français dans cette bataille. Et puis il y a une seconde génération d'historiens qui se sont heurtés au mur des archives, parce que c'était un véritable mur en fait, hein, du secret d'État qui entourait cette question de l'affaire Audin et d'autres affaires, notamment, j'y reviendrai si j'ai le temps, de l'affaire Yveton en particulier, dont on n'a toujours pas réussi à éclairer et éclaircir les conditions de son exécution. La seconde génération d'historiens, avec René Galissot, avec Gilbert Meignet, bien sûr, et Claude Lozu, qui ont été des historiens qui ont combattu aussi pour qu'on s'approche encore davantage de la vérité des archives. Et je dois associer à ces noms des historiens français, des historiens algériens, qui ont naturellement été dans cette bataille pour l'établissement des faits, d'autant que le peuple algérien avait payé un tribut très lourd à cette histoire de guerre, avec des milliers de disparus. On le sait, pendant la bataille d'Alger, selon les chiffres de Paul Tedjen de 1957, plus de 3000 Algériens ont disparu et dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Ce qui est quand même aussi très important. C'est en cela d'ailleurs, par parenthèse, que le cas de Maurice Audin est tout à fait exemplaire, parce qu'il est symptomatique de ce qui s'est passé comme système de terreur mis en place, qui s'est conclu par des exécutions bien sûr, mais aussi des disparitions. Parce qu'un des grands drames de cette histoire, c'est le fait qu'on n'a pas pu faire le travail de deuil de cette guerre parce qu'il y a eu beaucoup de disparus. Donc comment faire le travail de deuil lorsque précisément on n'arrive pas à clôturer cette question au niveau des disparus? Et puis bon, moi j'appartiens encore à une nouvelle génération des années 70, beaucoup plus jeune, et qui avait travaillé en fait à cette époque-là sur les rapports compliqués entre le nationalisme et le communisme. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à réfléchir sur les itinéraires de Maurice Audin et de Fernand Yveton en particulier, les relations du Parti communiste algérien avec le FLN et avec le Front de Libération Nationale. Donc c'était des rapports complexes, qui n'étaient pas simples, bien évidemment, mais c'est ce qui m'avait personnellement passionné dans les batailles démocratiques livrées dans ces années-là, bien entendu. Et puis enfin, donc, dans ces historiens algériens, je citerai Mohamed Arif, cette histoire ensemble franco-algérienne, parce que c'est aussi de cette manière qu'on pourra peut-être trouver l'apaisement des mémoires. Mais il y a d'autres historiens algériens, comme Abdelmejid Merdassi, Daoud Jerbal, Fouad Soufi, qui sont des historiens qui ont combattu aussi pour l'établissement de la vérité de l'autre côté de la Méditerranée, et qu'il ne faut pas oublier naturellement dans cette journée mémorable du 13 septembre, qui maintenant va devenir peut-être une journée particulière, la journée du 13 septembre 2018, c'est-à-dire la journée de retrouvailles des mémoires, essayer d'approcher le plus possible de la vérité. Puis enfin, la dernière génération d'historiens, celle des années 2000, la plus récente, celle naturellement avec Sylvie Thénault et Raphaël Branche,
qui arrive dans les années 2000, dans une situation où les archives ont commencé à s'ouvrir et ils ont pu soutenir leur thèse sur notamment la torture pendant la guerre d'Algérie, avec Pierre Vidal-Naquet d'ailleurs, qui était membre du jury, qui n'avait jamais lâché sur ces questions-là et sur l'affaire Maurice Audin, jusqu'à sa mort en 2006. Pierre Vidal-Naquet n'avait jamais, y compris, j'allais presque dire désespéré de cette histoire. Et cette nouvelle génération, bien sûr, a permis de faire en sorte que les archives s'ouvrent davantage. Je dirais un mot sur le fait qu'en 2010, les archives se sont ouvertes à partir d'un travail que j'ai effectué sur François Mitterrand et la guerre d'Algérie, qui est paru en 2010, les archives du ministère de la Justice. Et c'était les archives autour de Fernand Yvetot, où il était établi que, en fait, l'exécution de Fernand Yvetot avait été approuvée par le ministre de la Justice de l'époque, dont tout le monde connaît le nom. Donc, à partir de cette ouverture d'archives, disons du ministère de la Justice, il y a maintenant 8 ans, d'autres archives ont commencé à s'ouvrir. Et donc, de toute manière, la décision politique très importante qui a été prise hier, dans le fond, elle se fait dans une situation où la vérité apparaissait de toute manière. C'est-à-dire qu'en fonction de tout le combat livré par la famille, par le comité des mathématiciens, dont il faut citer aussi le nom ici de Gérard Tronel, qui par un hasard habite à côté de chez moi à Agnières, et qui a porté le comité des mathématiciens en faveur de Maurice Audin en instituant un prix franco-algérien autour de Maurice Audin, c'était quand même extraordinaire. Alors, toutes ces batailles, des familles, on y reviendra, des historiens, des intellectuels, etc., ne pouvaient, et des politiques, bien sûr, parce que ça c'est fondamental, et aussi, bien sûr, des partis communistes français, il est bien évident que la vérité, de toute manière, nous la connaissions. Nous savions cette vérité. Il manquait, bien sûr, et je terminerai là-dessus, la parole politique, la décision de l'État. Parce qu'en fait, nous savions que Maurice Audin avait été enlevé, exécuté, torturé, ne serait-ce qu'en lisant le livre d'Henri Allen, tout simplement, et depuis 1958. Mais il fallait la reconnaissance par l'État, et cette reconnaissance par l'État, c'est vrai que j'en ai discuté personnellement, le président de la République lors de son voyage en Algérie, là, récemment, l'année dernière, comme vous le savez, j'avais insisté particulièrement sur le fait que pour une réconciliation réelle franco-algérienne, il fallait des gestes symboliques très forts qui touchent à ceux qui étaient précisément des Algériens, français, entre guillemets, européens. Maurice Audin était cela. Maurice Audin était algérien, fondamentalement, parce qu'il avait combattu pour l'indépendance de l'Algérie, mais il était aussi français pour avoir cru dans la patrie des droits de l'homme. Voilà, je vous remercie.